Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de l'art. Alors aujourd'hui, on va parler d'un architecte extrêmement chanceux. Il s'agit de Vitruve, qui est aujourd'hui l'architecte de l'Antiquité le plus célèbre, alors qu'il n'est au départ qu'un bon ingénieur. Oui, son histoire est tout à fait incroyable. Il se trouve que la vie, le temps, l'histoire ont fait que le seul traité complet d'architecture qui a survécu est celui de l'ingénieur romain Vitruve. Comment il est arrivé jusqu'à nous? C'est grâce à une centaine de copies médiévales, certains plus complètes que d'autres, et c'est ainsi qu'on a pu découvrir enfin un traité théorique d'architecture antique. Alors c'est vrai qu'on a tout dit et son contraire sur Vitruve. Certains ont voulu le présenter comme un innovateur, comme quelqu'un peut-être aussi qui aurait codifié, le premier à codifier l'architecture grecque. Bon, ce n'est absolument pas le cas, mais dans tous les cas, il a réussi à nous présenter les connaissances architecturales de son temps de manière assez cohérente. Le contexte, très simple, Vitruve donc a vécu à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc pour vous situer, il a vécu à l'époque de César et aussi au début du règne d'Auguste, ce qui fait voilà, qu'on est au début de ce qu'on appelle l'Empire romain. Je vous rappelle qu'il faut distinguer l'Empire romain avec E majuscule et E minuscule. Quand c'est le E minuscule, l'Empire romain, c'est en fait toutes les possessions de Rome. Donc la ville de Rome et toutes ses possessions, ses territoires, etc. Quand c'est l'Empire romain avec un E majuscule, là, c'est un régime impérial, mais là encore c'est très particulier puisque les historiens parlent de l'Empire romain avec E majuscule à partir d'Auguste. Or, à l'époque, il n'était pas officiellement un empire. C'était encore un système de république. Et il a fallu attendre plusieurs siècles pour que, officiellement, les dirigeants soient appelés empereurs. Voilà, ça c'est une autre question qu'on aura l'occasion d'aborder sur la chaîne, la différence des fois, l'interprétation a posteriori, etc. Mais voilà, c'est un point que je voulais préciser. On va d'abord parler de Vitruve lui-même, puis dans un second temps, on parlera de son ouvrage d'architecture. Alors Vitruve, on a très peu d'informations sur lui, et l'essentiel vient de son propre ouvrage, voilà, des petits indices qu'il nous a laissés dans le texte. On sait qu'il a travaillé pour César en tant que technicien. En revanche, on ne sait pas exactement quelle était sa fonction. On sait aussi, sans savoir précisément ce qu'il faisait, qu'il était au service des eaux de Rome. Voilà, donc, tout ça fait penser plus à un ingénieur qu'un architecte, bien qu'il aurait pu très bien être aussi architecte dans le cadre de ce service. Ensuite, Octave, donc celui qui deviendra par la suite Auguste, va lui confier la maintenance du parc d'artillerie. On sait que, à peu près autour des années 30 avant Jésus-Christ, il va prendre sa retraite et il va même avoir la chance d'avoir la totalité de sa solde. À l'époque aussi, quand on partait à la retraite, on ne gardait pas son salaire complet, mais lui va garder la totalité grâce à l'influence de la sœur d'Octave, qui s'appelle Octavie. Donc tous ces éléments nous montrent quoi? Que si il n'est pas un immense architecte, une célébrité qui ne nous a pas laissé d'œuvres exceptionnelles, puisque de ce qu'on sait, la seule œuvre un peu d'envergure qu'il ait laissée, c'est la basilique judiciaire de la ville italienne de Fano, qui est sur la côte adriatique. Donc pas du tout une œuvre emblématique de l'architecture antique. Mais on voit qu'il était quand même quelqu'un d'assez reconnu pour son travail, qu'il a été au service des plus grands de Rome, et qu'il avait la faveur de la sœur d'Auguste. Donc tout ça laisse entendre quand même que ce n'était pas non plus n'importe qui à l'époque à Rome. On en vient à son ouvrage, parce que c'est pour ça qu'il est célèbre, le De Architectura. Donc d'abord quelques généralités, après on passera à l'analyse. On pense qu'il a été publié vers l'année 25 avant Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire qu'il rédige cet ouvrage pendant donc tous les travaux d'architecture et d'urbanisme lancés par Auguste à Rome à partir de l'an 28 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, le dédicataire de cet ouvrage, c'est Auguste, et dans la dédicace, il décrit cet ouvrage, donc Vitruve décrit cet ouvrage comme un guide destiné à Auguste dans ses projets de rénovation architecturale et d'urbanisme.
Pourtant, s'il s'agit d'un guide pour Auguste, il ne fait référence, il ne prend appui que sur ce qu'il estime être le sommet de l'architecture de l'histoire, c'est le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, et plus précisément l'architecture grecque. Vitruve, dans son ouvrage, est un observateur très critique et sévère avec les pratiques architecturales de son temps. Pour lui, rien ne vaut l'architecture des 3e et 2e siècles. Et il va d'ailleurs, pour ses descriptions, se servir toujours de modèles du passé, plus ou moins lointain, mais jamais de construction contemporaine. Donc ça veut dire qu'il voulait que Auguste lance donc tous ses travaux d'architecture et d'urbanisme en s'appuyant sur le glorieux passé grec. Dans les généralités, je voudrais aussi préciser que dans les copies nombreuses du Moyen-Âge qu'il nous reste, il n'y a jamais les illustrations d'origine. Ce qui est quand même une perte considérable, puisque bon, si dans les éditions postérieures qu'il y a eu des illustrations ont été rajoutées, il aurait été intéressant d'avoir les illustrations de la main de Vitruve. Avant de passer à l'analyse, une petite description générale. Vitruve a eu comme volonté avec cet ouvrage, De Architectura, vraiment de traiter la totalité de l'activité architecturale et même des fois en partant un petit peu sur de l'urbanisme et même un peu au-delà. Donc là, vous pouvez voir à l'écran les 10 livres, puisque cet ouvrage est composé de 10 livres, on pourrait dire 10 parties aujourd'hui. D'accord? Donc vous voyez que les 7 premières parties correspondent vraiment à l'architecture, avec l'implantation des villes et à leur enceinte. Donc là, on est plutôt sur de l'urbanisme. Les techniques et les matériaux de construction, donc là, on est vraiment sur de la construction. Peut-être le plus célèbre, c'est le livre 3 et 4, les temples et les ordres architecturaux. Puis ensuite, sur les 5 et le 6, on est sur différents types d'édifices. Le livre 7, quant à lui, parle, là on rentre un peu plus sur l'intérieur des bâtiments avec les revêtements stuqués et peints. Par contre, les livres 8, 9 et 10 s'éloignent un petit peu de l'architecture, ça reste voisin, avec de l'urbanisme, avec tout ce qui touche à l'adduction, l'astronomie, qui était une science très importante durant l'Antiquité, et la mnémonique. La mnémonique, c'est la conception des cadrans solaires et toutes les techniques qui s'y rapportent. Et enfin, le dernier livre, donc les machines, les pompes et les engins de siège. Donc vous voyez un programme assez vaste. Au niveau de l'état d'esprit de cet ouvrage, on peut voir que cet ouvrage se veut plus souvent normatif que descriptif. Donc si vous voulez, le but de Vitruve, c'est pas tant d'écrire ce qu'il observe, mais de ce qu'il observe, créer des normes et des canons. Ces règles intemporelles que cherche à imposer Vitruve sont basées sur l'architecture grecque des 3e et du 2e siècle. Et donc, il n'y a pas de volonté de Vitruve d'expliquer, de présenter une évolution de l'architecture à travers les siècles. Donc, il s'agit bien d'un ouvrage d'architecture et non d'un ouvrage d'histoire de l'architecture. L'objectif, le second objectif en toile de fond de cet ouvrage, c'est d'élever l'architecture au rang d'art libéral, alors qu'il est considéré à l'époque comme un art principalement technique, et d'ailleurs les architectes à l'époque de Vitruve sont assez peu considérés, ils sont vus plutôt comme des techniciens. Vitruve veut montrer que l'architecture en fait nécessite une culture encyclopédique et mettre cet art, cette pratique, à l'égal de l'art oratoire, mais aussi de la philosophie, qui sont les arts libéraux par excellence. Mais cet objectif est en partie raté, car au final, Vitruve présente souvent l'architecture par des moyens techniques, en expliquant, en détaillant la technique architecturale, et pas assez au niveau théorique, c'est-à-dire qu'on trouve peu d'explications mathématiques, par exemple. Donc, ces différents objectifs, élever l'architecture, et aussi présenter, créer un canon de l'architecture antique, expliquent qu'il y ait des lacunes à ce qu'ont pu découvrir les archéologues des siècles suivants, puisque Vitruve donc fait lui-même un choix, fait un tri parmi les bâtiments, les édifices qu'il connaît, pour ne garder ceux qui cautionnent ses théories et le canon qu'il veut imposer. De manière globale, on peut voir une maîtrise inégale dans les différents chapitres, évidemment, puisque Vitruve
était un ingénieur assez doué, semble-t-il, puisque les plus grands ont eu recours à ses services, mais on peut voir qu'il y a quand même plus ou moins d'erreurs, certaines incohérences, et même on peut voir quand il cite des traités grecs qu'il nous reste, puisqu'il nous reste différents traités, en tout cas d'extraits de traités grecs de différentes techniques, de différents arts, on peut voir que dans ces quelques exemples qu'on a, il y a des fois alors soit des incompréhensions, soit des erreurs, et on n'a qu'une partie pour vérifier. Donc si, certainement, on avait tous les ouvrages dont s'est servi Vitruve, on pourrait peut-être voir que Vitruve a pris des fois des libertés ou a fait des erreurs, mais là, ça, on ne peut pas en juger aujourd'hui. Au-delà de ces quelques critiques, cet ouvrage de Vitruve, De Architectura, est essentiel pour l'histoire de l'art, puisqu'il nous a apporté beaucoup. Tout d'abord, Vitruve a créé un vocabulaire latin de l'architecture. Il faut savoir qu'au moment où il écrit, la plupart du vocabulaire est grec. Ce vocabulaire, il va notamment être utile pour tout ce qui touche les ordres. C'est-à-dire que la plupart du vocabulaire qu'on connaît en rapport avec les ordres architecturaux, le ionique, le dorique, le corinthien, sont de Vitruve. Et quand on sait l'importance de la notion d'ordre dans l'histoire de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, il y a vraiment une importance capitale de cet ouvrage de Vitruve. Vitruve a aussi une importance capitale pour l'explication des techniques. C'est avant tout un technicien et il va nous parler des techniques pour réaliser des enduits, du mortier, des stucs. Et ça, on va pouvoir le vérifier dans les découvertes archéologiques. Et c'est très important d'avoir l'explication, les méthodes employées pour arriver aux résultats observés par les archéologues. Dernier élément, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'apport de cet ouvrage, mais on va dire le dernier très important qu'on pourrait signaler, c'est l'état d'esprit de l'architecture antique. Cet ouvrage nous permet de voir la manière de penser d'un architecte et ingénieur de l'Antiquité, et on retrouve tous les éléments qu'on connaît aujourd'hui de l'architecture antique. D'abord, l'importance accordée aux proportions, très très important, c'est le principe même des ordres. Les ordres sont basés sur les proportions, la symétrie, évidemment ce sera un des grands chevals de bataille de l'architecture antique, même s'il faut remarquer que dans l'architecture civile, dans les villas notamment, il n'y a pas toujours de symétrie, il faut quand même le préciser. L'importance aussi donc, de la recherche de perspectives sur les bâtiments, mais aussi de la correction optique. Ça c'est très intéressant, la correction optique, peut-être vous ne le savez pas, mais pour qu'un volume paraisse cubique à l'œil, il ne faut pas qu'il soit cubique, il faut un petit peu corriger certains angles. Donc finalement, le volume, l'édifice ne sera pas cubique, si vous voulez, mais à l'œil, il paraîtra cubique. C'est ça ce qu'on appelle la correction optique, et on voit que les architectes de l'Antiquité ont réfléchi à ça. Ils pensaient bien sûr, il y avait bien sûr peut-être une base théorique, mais ils se concentraient beaucoup sur le rendu final par des jeux de perspective, de correction optique. Et enfin, les rapports entre la forme et la fonction du bâtiment, ce qui explique qu'il y ait tant de différences entre les édifices religieux ou officiels et les édifices privés. Il y a souvent, on a pu imaginer parmi le grand public que tout avait la forme d'un temple, pas du tout. Il y avait vraiment une distinction entre l'architecture de ce qui était officiel, que ce soit public ou religieux ou politique, et tout ce qui était du privé. Il y avait même une certaine distinction. Voilà, là, je vous montre par exemple un exemple de maison grecque, et vous voyez que c'est assez distinct d'un édifice religieux. Pour terminer, parlons de la postérité. Oui, cet ouvrage a eu une postérité exceptionnelle. Alors, le grand moment de la redécouverte des Architectura de Vitruve, c'est en 1416. En fait, en 1416, durant le concile de Constance, on a retrouvé dans les archives de la bibliothèque de Saint-Gall, en Suisse, un exemplaire complet. Alors bien sûr, attention, il ne faudrait pas exagérer cette découverte, comme ça a pu être le cas par le passé. On connaissait déjà plus d'une centaine de copies de cet ouvrage qui étaient datées entre le 9e et le 14e siècle. Mais ils étaient souvent incomplets, et la découverte d'un exemplaire complet en 1416, et il faut aussi se remémorer qu'on est dans une période de redécouverte de l'antique, c'est-à-dire d'une époque aussi où on veut revenir aux valeurs en partie de l'Antiquité, faire de l'Antiquité un symbole. La découverte de cette copie complète a été très marquante.
Alors cette redécouverte se fait en 1416. Par contre, pour avoir une édition moderne, il faut attendre 1486. Et ça se passe à Rome. Ouais, et ça se ferait en latin. Ensuite, ça c'est qu'une copie, on va dire, identique. Ensuite, la première publication scientifique. Donc, c'est-à-dire où là, bien sûr, il peut y avoir des commentaires, où tout est vérifié, peut-être des corrections de mauvaises copies, des erreurs dans le vocabulaire, etc., comme on peut le faire aujourd'hui dans n'importe quelle publication scientifique. Il faut attendre 1511. Par contre, pour la version en italien, commentée et illustrée, parce que je vous rappelle, je vous ai dit un peu plus tôt que les illustrations d'origine ont disparu, il faut attendre 1521. Pour la version française, c'est 1547 et allemande 1548. Vous voyez que tout ça prend du temps et donc il ne faut pas croire que à partir de la découverte de 1416, tout le monde immédiatement a été influencé dans son travail, dans ses œuvres. Pour la diffusion, ça a pris beaucoup de temps, hein, les premières publications en latin, puis dans les langues vernaculaires, mais on sait aussi qu'il y avait des versions privées qui ont été diffusées. Et c'est notamment le cas avec Raphaël, puisque Raphaël donc, est mort en 1520, donc ça veut dire qu'il est mort avant la première version en italien. Donc s'il ne maîtrise pas le latin, ça aurait pu empêcher qu'il ait connaissance de cet ouvrage. Or, on sait qu'il a eu entre les mains une version traduite expressément pour lui. Et on peut retrouver l'influence de cette lecture dans une de ses réalisations, la chapelle Chigi, donc qui est dans l'église romaine de Santa Maria del Popolo. Voilà. Une autre influence aussi très importante, c'est dans un ouvrage de 1485, l'ouvrage qui traite aussi d'architecture par Alberti. Alors Alberti, Léon Battista Alberti, c'est un théoricien extrêmement important de la Renaissance. Il a écrit sur la peinture, sur la statuaire et sur l'architecture. Et cet ouvrage de 1487, il arrive donc juste un an avant la première publication moderne. Mais on voit qu'il a eu entre ses mains cette copie complète, certainement, d'autres copies du Moyen-Âge, puisqu'il se positionne lui-même dans son ouvrage comme un continuateur de Vitruve, mais il ne se prive pas non plus d'être très critique envers Vitruve, car il va constater des incohérences, mais aussi il va très critiquer la faiblesse du langage, hein, puisque Vitruve va souvent mélanger le grec et le latin, et ça ne va pas du tout plaire à Alberti, qui lui rédige en latin, bien que le latin d'Alberti soit loin d'être parfaitement fidèle au latin de l'Antiquité. Et les influences vont durer. Notamment, on va retrouver ça au XVIe siècle avec cet ouvrage de Palladio, des 4 livres d'architecture, aussi un ouvrage très important d'architecture, et Palladio, un des plus grands architectes de l'époque moderne. Donc, pour conclure sur cet ouvrage, alors c'est un ouvrage essentiel de l'histoire de l'art, il a marqué profondément la pratique de l'architecture. Beaucoup se sont inspirés de cet ouvrage pour faire des œuvres, des édifices, même pour faire des tableaux dans lesquels on retrouve des édifices, notamment les ordres, puisque finalement les éléments qu'on connaît sur les ordres de l'architecture antique, dorique, ionique, etc., viennent de cet ouvrage. Ensuite, bien sûr, il a influencé l'histoire de l'art en général, donc la pratique de l'architecture, mais aussi ça a influencé le cours de l'histoire de l'art. Bien sûr, cet ouvrage est indispensable à connaître pour tout étudiant en histoire de l'art. Alors bien sûr, pas forcément, dans un premier temps, je ne vous dis pas forcément de le lire. Alors si vous voulez vous spécialiser dans l'architecture et continuer en master sur l'architecture, c'est quand même à feuilleter, bien sûr, mais pour tout étudiant, c'est quand même important de connaître cet ouvrage, de savoir à quelle époque il a été écrit, à quelle époque il est réapparu et quelle importance il a pu avoir. Avant de vous quitter, je vous annonce qu'il y aura bientôt une vidéo sur les ordres architecturaux. C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai fait cette vidéo sur Vitruve. Je voulais vous présenter Vitruve et cet ouvrage avant de vous parler des ordres architecturaux. Ça arrivera d'ici une semaine ou deux. La prochaine vidéo qui arrive dans quelques jours, elle sera sur le pianiste manchot le plus célèbre, pianiste manchot du XXe siècle, Paul Wittgenstein. Je vous dis à très bientôt. Ciao.